Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC en ce début d'année 2023. Je vous souhaite par cette première vidéo une bonne et excellente année avec énormément de bien pour vous et surtout pour la santé. Bien pour vous et vos proches. Je souhaite la bonne année pour tous ceux qui passent sur cette chaîne juste pour regarder une vidéo pour un sujet particulier qui leur intéresse ou pour tous ceux qui sont abonnés depuis plus ou moins longue date. Je vous souhaite à tous bonne année. J'ai une pensée particulière pour certains de nos camarades qui ont des difficultés à l'heure actuelle. Un youtubeur qui a dû, pour raison d'un cancer, arrêter sa chaîne pour pouvoir s'occuper de lui. J'ai pu consulter un message sur Facebook où il nous donne le déroulé plus ou moins de son état. Voilà, je lui souhaite plein de bonnes choses, un prompt rétablissement. Pour cet ami qui, je souhaite, se reconnaîtra, puisqu'il a été celui qui m'a créé et qui m'a offert cette tasse avec le logo de ma chaîne, que j'utilise régulièrement, que vous voyez régulièrement sur mes vidéos. Pour ce début d'année, je voulais commencer avec une vidéo assez simple sur un produit bien particulier, un produit que j'ai eu l'acquisition, dont j'ai fait l'acquisition tout simplement à Noël pour les cadeaux de Noël. Exactement deux objets. Le premier étant ce super petit livre que j'ai reçu, qui est une mine d'informations qui a été écrit par Christian Lemasson, donc qui est réputé comme étant un historien aveyronnais de la coutellerie française. Donc c'est lui entre autres qui avait écrit un bouquin sur l'aïeul et puis sur les couteaux de l'Aubrac et les couteaux de tradition de terroir, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a une source d'information assez importante, qui a consacré une bonne partie de sa vie dans ce domaine-là. Voilà, c'est sa spécialité. Donc il a édité ce bouquin-là, qui est un bouquin que l'on trouve assez facilement. En fait, c'était un hors-série du catalogue Le Chasseur français. Voilà. Dans ce bouquin, j'ai pu jeter un coup d'œil et j'ai constaté que donc la Bourgogne et la Haute-Marne, qui sont deux départements qui se tiennent, de régions plutôt qui se tiennent, avec donc entre autres puisque moi je me trouve au nord de Dijon, donc je ne suis qu'à finalement à moitié route entre Dijon et Langres. Langres qui est une ville qui est assez intéressante par son architecture déjà, puisque c'est une ville qui est entourée d'un rempart qu'on peut visiter. Si un jour j'ai l'occasion de vous faire une vidéo sur cette ville, je le ferai. J'en suis plus ou moins tombé entre guillemets amoureux de par son architecture et son histoire. Ce n'est pas une ville dans laquelle je vis, puisque je vis moi en Bourgogne et que Langres se trouve en Haute-Marne. Ce qui est intéressant à voir et ce que j'ai pu consulter sur ce livre, c'est que Langres était une capitale de la coutellerie tout en même temps que Nogent. Donc on trouve de la coutellerie à Langres depuis le XVe siècle, de la coutellerie fine, puisque il était conçu des épées, des dagues, des couteaux sur la ville de Langres. Il y avait des couteliers qui travaillaient à cette époque-là et ces couteaux étaient remis lors d'événements spécifiques pour les ducs de Bourgogne, ainsi de suite, ou de Lorraine, où en fait on remettait des cadeaux. Donc tous ces outils, tous ces couteaux de luxe et d'apparat étaient faits sur la ville de Langres. Langres a eu une politique pendant très longtemps de privilégier les métiers de la coutellerie, et puis lors d'un changement politique dans les siècles qui ont suivi, les couteliers ont dû quitter la ville de Langres puisqu'il y avait une taxe spécifique pour ces couteaux, pour la production de couteaux, qui rendait bien sûr la productivité moins intéressante. Déjà à l'époque, l'économie y jouait beaucoup. Donc ils sont tous migrés entre guillemets sur la ville de Nogent. C'est pour ça que maintenant la ville de Nogent a beaucoup plus de couteliers que la ville de Langres, même je crois qu'il en reste quand même un sur la ville de Langres, qui est assez petit.
Mais l'histoire de la coutellerie et de Langres sont intrinsèques, liées tout au long des siècles passés par la reproduction de ces outils. Alors, la spécificité du couteau de Langres, comme vous pouvez le voir, c'est cette forme-là, qui est une forme qui finalement en France on retrouve assez régulièrement. Il n'y a rien de particulier sur ce genre de produit-là. Alors, comme la ville de Thiers aime beaucoup ressortir et garder, puisqu'ils ont une archive assez importante des vieux couteaux, le couteau de Langres, donc le couteau Langres, qui était un couteau traditionnel quand même d'une qualité un petit peu en dessus, c'était pas non plus le couteau du paysan, mais c'était le couteau qui était produit et qui était avec un certain raffinement, puisque là on peut voir sur la représentation qu'on a ici, on a quand même des mitres en laiton avec un bois assez précieux pour l'époque qui était utilisé. Cette forme-là a été rééditée par la ville de Thiers, par la demande de différents opérateurs, dont on peut retrouver par exemple la coutellerie Saint-Gem à Autun qui a demandé la reproduction du galvauché, qui est un couteau qui est exactement dans le même type que ça, et ils ont demandé la reproduction du couteau de Langres. Donc j'ai fait l'acquisition du couteau de Langres que je vous présente ici. Ici donc dans sa robe, corne, c'est une corne polie translucide, voilà. C'est une lame en carbone. On est donc sur un couteau qui a été conçu par la ville de Thiers, hein, c'est un couteau thiernois, mais qui reprend exactement, vous voyez, les codes et le design des couteaux de Langres de l'époque. Donc on va retrouver cette lame avec cette forme un petit peu shit food là, enfin un pied de mouton, la lame directement droite. Donc c'est un slip joint ou un cran plat. La lame généralement est en carbone, ce qui est le cas de celle-ci. La mitre donc qui pouvait être ou en laiton ou en inox, ici elle est en inox, et puis le manche lui était souvent dans cette forme là bien typique, hein, comme on peut voir ici, et il était ou en corne ou en bois précieux. Là ici moi je l'ai choisi en corne polie, voilà, que je trouve d'un plus bel effet. Alors lorsque vous le commandez, vous choisissez pas entre guillemets le type de corne que vous allez avoir, enfin la couleur de la corne. Là moi je l'ai reçu cette corne là couleur un peu ivoire, et je trouve que ça va super bien avec le reste du couteau. Ça en fait vraiment un produit super sympa. Donc la lame est bien sûr bien brillante puisque je l'ai utilisée que quelques fois. Elle n'a absolument pas patiné pour l'instant. Même si c'est une lame en carbone, ça va demander un peu de temps. Mais ça en fait un couteau très très sympathique. Alors, je l'ai trouvé sur un site, donc vous voyez, on porte au niveau aussi de la lame, donc le logo, parce qu'en fait c'est un atelier qui reproduit les couteaux d'antan, donc le logo de la ville de Langres, le petit bonhomme qui représentait en fait le Langrois de l'époque, avec son petit bonnet là, hein, ce côté paysan un peu et sa barbe, et puis le système, donc tout à l'intérieur est en inox, il n'y a que la lame qui est en carbone. Le type du carbone exactement, je ne sais pas trop, c'est marqué sur le site, mais je vous mettrai peut-être les informations si je les retrouve en bas dans le descriptif de la vidéo. Alors, on le trouve pour une somme tout à fait abordable, hein, pour ce type de couteau-là, hein, on est aux alentours des 60 €. C'est à peu près le prix que l'on peut retrouver le galvauché, voilà, tous ces couteaux un petit peu bourguignons, entre guillemets, de l'époque, qui sont des reproductions, hein, puisque maintenant les coutelleries Saint-James, par exemple, qui produisaient le galvauché, existent encore, mais elle ne produit plus elle-même le galvauché. Le couteau est produit maintenant par la ville de Thiers. Donc eux, ils commandent simplement le modèle à la ville de Thiers. Et elle le reproduit exactement comme il était à l'époque, ce qui est la même chose pour le couteau de Langres.
Alors, ce qui est assez original, finalement, c'est qu'on s'aperçoit que tous ces couteaux, plus ou moins, se ressemblent, puisque que vous prenez les couteaux, ce type-là de couteaux que l'on va trouver ici en Bourgogne, donc le galvaché, dans Haute-Marne, le langre, mais on va aussi retrouver des couteaux dans le sud-est. Ces couteaux ont souvent cette forme-là, un petit peu comme ça, avec cette lame en pied de mouton, ce tir droit. On va retrouver exactement la même chose, par exemple, sur le petit 32 de mon grand-père, qui avait exactement la même forme de couteau. Donc vous voyez, vous avez ici donc le petit 32 de mon grand-père, qui est un couteau aussi qui est produit sur la ville de Thiers, hein. Donc par les, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est les ateliers Dumas qui fabriquent ça. Voilà, donc si vous regardez, ben, finalement, hein, on retrouve voilà, le même design. La lame est peut-être un peu moins haute sur le petit 32, mais le design est le même principe. Vous voyez, regardez, on retrouve même la mitre avec les petits traits ici, la forme arrondie. Sur le petit 32, on a la bélière. Sur celui-là, on n'a pas la bélière, mais bon, voilà. C'est tous les deux les mêmes types de couteaux. On est tous les deux dans les mêmes dimensions, quasiment, hein. Un poil de cheveux près, mais on est quasiment dans les mêmes dimensions. C'est assez surprenant finalement de voir que, enfin surprenant oui et non, de voir que un même type de couteau, on pouvait être retrouvé dans différentes régions et différents départements de France. Voilà, c'est un peu ça que j'ai constaté. Après, la différence va simplement sur le détail, hein. Voilà, là ici, ils ont des petits trucs en laiton, là, la bélière est en laiton, tandis qu'ici, vous voyez, c'est de l'inox. Mais le petit 32, comme vous pouvez, le langre, comme vous pouvez le voir ici, se retrouvait aussi avec du laiton. Donc, on peut retrouver exactement la même chose. Donc c'est assez déroutant, entre guillemets, même si ce sont deux couteaux qui n'ont pas la même histoire, puisque ça ne vient pas de la même ville et tout le reste. Mais on peut comprendre que certainement les couteliers de l'époque se formaient déjà tous dans le même, avaient tous plus ou moins le même type de couteau à produire. Vous voyez, c'est au niveau de la longueur, il y a quelques différences. C'est vraiment assez minime au niveau de cette différence-là. Mais bon. À titre indicatif, par exemple, on peut regarder, vous voyez, ce modèle-là, qui est un modèle Kershaw, donc qui est un modèle de la marque américaine Kershaw, qui est un slip joint, qui est un petit peu basé dans les couteaux que l'on peut trouver de chez Bokerpus, ou donc tous ces petits slip joints, les Barlow, ouais, la famille des Barlow, des choses comme ça, voilà, qui sont plus petits les Barlow. Mais vous voyez, on retrouve le même principe. Bon, il y a juste simplement une différence au niveau de la lame, puisque voilà, cette lame un peu tripode comme ça est typique des États-Unis. Mais vous voyez, au niveau du reste, on va retrouver vous voyez, ce même manche, ce même principe de construction. Ici, là, au lieu d'avoir, on a un passant pour mettre une dragonne, mais vous voyez, on retrouve plus ou moins ce même principe. C'est assez rigolo de voir ça finalement. Mais donc le sujet de la vidéo faisant partie étant donc ce petit couteau langre, voilà, typique. Alors il n'y a pas un cran à 90 comme ici, là, il n'y en a pas, c'est juste ça s'ouvre, ça se ferme. Ils ont mis un petit onglier, mais bon, vu comme la lame sort, moi très honnêtement, vous n'en avez pas besoin, vous la pincez. Par contre, ouais, alors je vais vous refaire réécouter, mais ouais, ça claque bien, hein, c'est vraiment très très bien ajusté. On est sur vraiment quelque chose de bien construit, certainement usiné, comment ça s'appelle, en version industrielle, hein, puisque je soupçonne que si vous voulez, celui-là ou celui-là ont plus ou moins la même base de construction, donc l'outillage doit être le même. Voilà, donc ils s'emmerdent pas non plus, hein. Ça reste des couteaux de production, de grosse production à des petits tarifs. Pour monsieur et madame tout le monde, voilà. Mais ça n'empêche pas que le produit est très bien fini, vraiment, voilà, pour de l'industriel ou du semi-industriel, c'est très bien fait, il n'y a pas de problème de tout ça, voilà, c'est très agréable, hein. Ce toucher de cette corne polie là est très très agréable, il est à la fois très doux et il n'est pas glissant du tout, même avec les doigts mouillés, il y a quand même, voilà, ça accroche bien à la main.
Alors je ne sais pas si avec le temps ça va bien vieillir, puisque la corde, si elle est mal entretenue, peut avoir tendance à craqueler, à se fendre, ainsi de suite. Donc il faut quand même en faire attention. D'ailleurs j'ai un couteau qui a un manche en corne qui a ça, là, qui s'est en fait fendu, vous voyez, donc à l'arrière il y a eu... la corne s'était fendue puisqu'elle a été pas assez nourrie, entretenue, il faut régulièrement l'entretenir. Mais donc après, ce sont des couteaux qui peuvent vous faire largement la vie, hein, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Comme celui-là, comme d'ailleurs ce Kershaw-là, qui lui est fabriqué en Chine, lui par contre, hein, il est complètement fabriqué en Chine, mais bon, ça fonctionne. Et vous voyez, ça claque aussi lorsque vous l'ouvrez. Il est quand même plus souple au niveau de l'ouverture et de la fermeture, bon, parce que la lame est différente. Le ressort est peut-être moins dur aussi, mais voilà, ça fonctionne très très bien. Voilà, ici c'est quand même, voilà. Mais alors, ce qui est agréable avec ce genre de lame comme ça, c'est que ça permet de pouvoir fermer les couteaux comme faisaient nos grands-pères, vous savez, avec les deux mains, comme ça, en pliant. C'est un geste que moi, j'ai vu tout au long de ma vie à la maison. Et c'est un geste que je reproduis régulièrement avec ce type de couteau. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai une certaine attirance pour ce genre de couteau-là. Les slip joints en règle générale. Vous voyez, donc celui-là, c'est la même chose, vous pouvez pousser. Il n'y a pas de cran d'arrêt non plus hein, sur le petit 32 de mon grand-père de l'atelier Dumas. Voilà pour cette vidéo qui s'achève sur la présentation de ce couteau. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des informations complémentaires, ben, c'est avec plaisir, mettez-le. Tout le monde, comme ça, peut s'instruire. C'est une chose qui peut être assez intéressante, c'est participatif. Et puis, si vous avez l'occasion de faire, voyez, on va le trouver en plusieurs modèles, là, voyez. Si vous avez l'occasion de faire l'acquisition de ce livre, que moi, je trouve très sympathique, faites-le. Je ne sais pas s'il y a un tarif, vous voyez, donc... vous pouvez, aux alentours des 15,90 €, c'est pas non plus une fortune. Et je trouve que il est très bien fait, très bien écrit. Il y a des reproductions de documents de l'époque, des images que moi, qui moi me plaisent beaucoup. Hein, vous voyez donc les couteaux de Bourgogne. Et puis si vous regardez, vous voyez donc le fameux. Ça, c'est le galvaché. Hein, c'est le fameux couteau que je vous disais. Galvaché de la ville d'Autun, donc, alors, ou ce qu'on appelait aussi le tire droit, puisque en fait la lame tire droit, exactement comme les couteaux de langre que je vous ai montré. Voilà, donc le galvaché qui porte le nom d'un travail, d'un métier qui existait à l'époque, en fait, puisque le galvaché était un paysan qui, hors saison des récoltes et des choses comme ça, vendait ses services avec ses bœufs pour le transport et le déplacement de matières, de marchandises. Donc, en fait, c'était le camionneur de l'époque. Et donc, il partait sur les routes simplement avec ses bœufs dressés et son petit sac et son couteau. Et il dormait à la belle étoile et puis se rendait dans les grandes villes pour louer ses services pour le transport de marchandises. Et puis, lorsque la saison des récoltes arrivait, du champ et tout le reste, il revenait sur Autun pour faire son travail agricole personnel. Voilà donc pour la petite histoire de ces couteaux-là. Moi je trouve, voilà, vous voyez, on retrouve des documents de la production de l'époque et tout le reste. Là on est toujours sur le tire droit. Voilà, donc là il y a la production, c'est une reproduction de la ville de Thiers, puisque déjà à l'époque la ville de Thiers produisait certains couteaux. Lorsque la ville d'Autun et le coutelier Saint-James avaient arrêté de produire les couteaux, ça avait été sous-traité, une partie du travail avait été sous-traité pour la ville de Thiers, ce qui par exemple s'est passé pour le Laguiole. Hein. C'est pour ça que maintenant il y a la fameuse histoire entre Laguiole, entre l'Aveyron, l'Aubrac et puis la ville de Thiers. Voilà, allez, bonne journée à tous et je vous souhaite encore une bonne année et à très bientôt sur la chaîne. Merci.